la France est un pays fantastique pour créer des entreprises. I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des entrepreneurs influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de Social Media Pro, et chaque semaine, j'interviewe dans ce podcast une personnalité du monde digital pour qu'il vous partage les secrets de sa réussite et ou techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Michael Messa sur le podcast, entrepreneur autodidacte depuis bientôt 20 ans et cofondateur du Mastermind du Sud. Ça fait pas mal de temps que je suis Michael, puisque je le connais depuis 2015, et depuis toutes ces années, j'avais pas encore discuté avec lui, donc j'avais vraiment hâte de faire cette interview, et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. Dans cette discussion, nous parlons de son parcours, de comment il gère son business, de développement personnel, et de comment gérer les situations de crise, et il faut bien avouer que nous sommes en plein dedans maintenant. Ce podcast est sponsorisé par l'Académie du Digital, la plateforme d'apprentissage en ligne et web marketing par abonnement mensuel que nous avons lancée en 2015. Vous pouvez voir cela comme le Netflix du marketing digital, et depuis 5 ans, ce sont plus de 4000 élèves que nous avons formés. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 formations et 100 heures de contenu qui vous attendent. Et pour vous, auditeurs de ce podcast, direction socialmediapro.fr/acadpodcast, tout attaché, donc ACAD podcast, pour vous abonner avec 50% de réduction sur notre tarif habituel. Notez bien que l'abonnement à l'Académie du Digital est sans engagement de durée. Abonnez-vous pour 1 mois ou restez avec nous pour 9 mois ou plusieurs années, c'est vous qui voyez. Rendez-vous sur socialmediapro.fr, ACAD Podcast, pour tout savoir sur l'Académie du Digital. La publicité Facebook vous intéresse ? Sachez que nous proposons une formation en vidéo gratuite sur le site socialmediapro.fr d'une durée de 2 heures et dans laquelle je vous apprends 7 techniques pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, direction notre site web socialmediapro.fr et cliquez sur le gros bouton en haut à droite, formation gratuite. Je suis sûr que vous ne le manquerez pas. Et maintenant, place à l'interview. Bien, bonjour Michael, ravi de te recevoir. Salut Olivier, je te remercie donc de cette interview. C'est tout le plaisir est pour moi de t'accueillir dans mon podcast. On va démarrer tout de suite pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide ? Bien sûr. Alors, Michael Messa, entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Donc, ça fait une petite vingtaine d'années que j'entreprends. Et j'ai commencé sur les chantiers dès l'âge de 14 ans. Donc, je suis un total autodidacte. D'accord. Dans l'entrepreneuriat, j'ai pas de grand diplôme supérieur comme beaucoup d'entrepreneurs internet ou hors ligne, comme on peut voir. J'ai pas fait d'études supérieures. J'ai arrêté en CAP BEP, 17 ans. Et j'ai repris mes études par contre à j'ai eu mon bac pro à 24 ans. Voilà, j'ai eu un bac à 24 ans. Et j'ai connu plusieurs crises, alors on en parlera tout à l'heure, j'ai connu plusieurs crises et je partagerai aussi comment je les ai surmontées, parce que là on est en plein dedans. Ce que je trouve dommage, c'est que les gens, ce qui est normal, ce qui est humain, s'affolent vite. En fait, il faut simplement laisser passer, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà. Ouais, parce qu'on va préciser, au moment où on fait cette interview, on est en plein dans le coronavirus. Entre autres, la bourse qui s'écroule. Enfin bon, c'est un peu la totale. Et on va revenir là-dessus. Aujourd'hui, quelles sont tes activités principales ? Alors aujourd'hui, je suis entrepreneur internet, plus spécifiquement éditeur. Donc j'édite à mon nom ou au nom d'autres personnes, d'autres auteurs, des formations et des livres sur internet au format numérique. Voilà mon activité du jour. Et également, je suis le cofondateur du Mastermind du Sud avec mon ami et associé Stéphane Munier. Cette année, on va faire la 8e édition. Le Mastermind du Sud, en fait, c'est un événement annuel qui regroupe entre 80 et 100 entrepreneurs, infopreneurs dans le sud de la France. Et ça permet de se réunir, ça permet de créer des partenariats, de créer des relations business, mais aussi des relations amicales pour développer son business. Et parce que une des difficultés quand on bosse sur Internet, c'est que l'on est souvent seul derrière son écran. C'est sûr. Voilà, on a voulu regrouper
au début, c'est quelques amis pendant une petite journée autour d'un repas, et puis après, c'était quelques dizaines d'amis, puis après, c'était voilà, et plusieurs dizaines, et on bloque spécialement, on bloque exprès à 100 personnes, 100 entrepreneurs, chaque année, pour que ça reste un groupe familial, on va dire, en quelque sorte. Voilà. Et du coup, comment ça se déroule? C'est toujours sur une journée? C'est sur 2 jours? Alors aujourd'hui, c'est sur 2 journées, voire la troisième en option pour celui qui veut, parce que c'est vrai qu'on a des personnes qui viennent d'un peu partout en fait, hein, Canada, Belgique, on a eu Luxembourg, Suisse, la France, hein, partout des 4 coins de la France, également de Andorre, également de l'Espagne, voilà. Donc effectivement, on essaye de réunir au minimum sur 2 jours, et pour ceux qui le veulent, sur une troisième journée qui se déroule la veille en fait de l'événement. Voilà. Comme ça permet de bien briser la glace, ça permet de se faire de meilleures relations, et d'associer. Ok. Ah, c'est super intéressant. Tu me disais c'était la 8e année que vous faites ça? Oui, c'est la 8e année, tout à fait. Quelles ont été les difficultés, on va dire, à faire grossir ça chaque année? Ça s'est fait tout seul? Les gens en ont parlé autour d'eux, ils sont venus d'eux-mêmes et vous avez eu besoin d'ouvrir un peu plus de place? Ou est-ce qu'à un moment ou un autre, vous avez eu besoin de faire de la publicité ou autre? Oui, alors c'est que la publicité on en fait toujours, mais en fait la seule pub que l'on fait, c'est le bouche à oreille en fait. Donc on a aucun budget pub, aussi bien Facebook, Google ou autre. Voilà, on n'a vraiment aucun budget pub pour le Mastermind du Sud, pub payante, je parle. Et c'est qu'on a beaucoup de chance où les entrepreneurs qui viennent sont satisfaits pour la plupart. 100% n'existe pas, mais n'existant pas, mais pour la plupart sont satisfaits. Et c'est vrai, du coup, ils recommandent très facilement en fait l'événement, le Mastermind du Sud. Et parce que eux-mêmes, en fait, ils ont gagné de l'argent grâce au Mastermind du Sud, grâce à un partenaire rencontré, grâce à une nouvelle association, grâce à une idée qu'ils ont eue d'autres personnes lors du Mastermind. Donc, ils sont tellement enthousiastes, ils repartent très ils ou elles, hein, parce qu'il y a aussi bien des hommes que des femmes. On fait au masculin pour simplifier la conversation, mais il y a les deux sexes. En fait, ils sont tellement contents de se réunir une fois par an pour un prix qui est très accessible en fait par rapport à ce que l'on voit sur le marché. Et nous, c'est vrai que c'est une des clés en fait que l'on a voulu garder. Que ça soit aussi accessible à des débutants, donc à des personnes qui démarrent depuis 1 an, par exemple, 1 an ou 2 ans, ou d'autres personnes qui sont plus avancées et qui, eux, ont moins de soucis de trésorerie, parce que voilà. Mais donc, on a voulu vraiment l'événement, le Mastermind du Sud, accessible à un plus large public. Et après on parlera d'autre chose que du Mastermind du Sud, mais c'est vrai que c'est un événement qui nous tient avec Stéphane réellement à cœur. Oui, ça se voit. C'est important. Je voulais te demander, puisque quelque part, donc, tu as créé ce mastermind pour faire du réseautage, d'abord avec tes potes, puis après ça a grossi. Je sais que tu as aussi lancé le Business Club Café. Tu peux nous en parler? Oui, c'est ça. Alors en fait, le Business Club Café, on dirait que c'est le petit frère hein, au MMS, au Mastermind du Sud. Aujourd'hui, en fait, il n'existe plus en tant que tel, mais on est monté jusqu'à 20 clubs, une vingtaine de clubs environ sur la francophonie. Quelques années en arrière, déjà, je ne vais pas dire le nombre d'années parce que vu que sur Internet c'est intemporel, donc je ne vais pas dire il y a déjà quelques années en arrière. Et c'est vrai que c'était un bel événement aussi qui regroupait en fait des entrepreneurs sur le plan local, là cette fois-ci. Donc il y en avait à Paris, en Belgique, des 4 coins de France, voilà, etc. Et puis on avait des projets développés aussi ça en Suisse et au Canada. Et c'était un peu sur le modèle des groupes BNI, pour ceux qui connaissent, ou rien à voir? Alors, oui et non. Oui, alors, sur le fait que l'on se regroupe une fois par mois autour d'un petit déjeuner,
effectivement. Donc c'était sur ce modèle-là. À part que là, en fait, les membres n'étaient pas forcément obligés de venir, ils n'avaient aucune adhésion, voilà, à un club en particulier. S'ils voulaient venir, ils venaient, ils payaient la rencontre, en quelque sorte. Et s'ils voulaient pas venir, ben ils venaient pas. Voilà. Et donc, mais c'est vrai que c'était un peu dans le même modèle, à part que c'était spécialisé dans l'infopreneuriat. D'accord. Alors, puisque tu parles d'infopreneuriat, on va revenir justement sur tes activités. Donc, tu édites des livres, des formations. Oui. En fait, comment t'en es arrivé là? Comment t'en es arrivé à faire de l'infopreneuriat? Alors, il faut savoir que ma première entreprise, en fait, j'avais 19 ans. Alors, Internet, à l'époque, n'existait pas comme aujourd'hui. Je peux dire qu'il n'existait pas, mais ça remonte à l'an 2000, 99, 2000, tu vois. Donc, ouais, on n'avait pas encore la fibre, la DSL. C'était à l'ancienne avec les modems qui faisaient un bruit pas possible. Seuls les anciens s'en souviendront. Il faut plus de 20 ans pour s'en rappeler, effectivement. Même peut-être plus de 30 ans, même, j'allais dire. Et c'est vrai que donc ma première entreprise, en fait, c'était de la vente par correspondance et de l'import-export. J'avais à peine 19 ans quand j'ai lancé. Et donc, je vendais déjà des livres, entre autres. Je vendais de tout un tas de choses, entre autres des livres. Par contre, cette première boîte-là, je l'ai foirée au bout d'1 an et demi. Il faut savoir, en fait, que jusqu'à 25 ans, j'ai foiré toutes les entreprises que j'ai lancées. Donc, j'en ai lancé 3. J'ai lancé trois expériences entrepreneuriales et je les ai toutes foirées. Si ça peut te rassurer, je pense que pour la plupart des entrepreneurs, ils foirent leur première société de toute façon. C'est quand même beaucoup plus rare, malgré ce qu'on peut lire dans la presse, que quelqu'un il a sa première idée et hop, au bout de 6 mois, ça devient un truc fabuleux, comme on va dire comme Mark avec Facebook, que dans la plupart des cas, les gens se plantent parce que justement, ils n'ont pas le réseau, ils y connaissent rien, ils vont pas savoir comment vraiment faire rentrer de l'argent, etc. C'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est vraiment important dans un business, hein, même dans n'importe quelle entreprise, que ça soit une société, et même je considère aussi comme entreprise sa vie personnelle. Tu vois, donc quand je parle de entreprise, c'est vraiment au sens large. Tu vois, c'est pas seulement business, Internet ou hors Internet, vraiment au sens large. En tout cas, c'est mon état d'esprit. Et du coup, c'est vrai que ces 3 premières boîtes, 3 premières entreprises, je les ai foirées jusqu'à mes 25 ans. J'ai vécu 6 mois sur Londres, entre Londres et Brighton, après mon bac pro, ou pour améliorer mon anglais, pour bosser un petit peu sur place. Voilà. Et en fait, j'avais quasiment plus de sous pour revenir en France. Aussi, il me restait juste assez de sous pour prendre un billet d'avion et recommencer, on va dire, une nouvelle vie en France. Mais Londres, c'est très cher. Voilà, c'est très cher. Je suis parti avec pas beaucoup d'argent et j'ai pas beaucoup bossé parce que mon anglais était très mauvais à l'époque. Donc, voilà. Mais quand je suis revenu en France, en fait, je me suis dit, ok, là, j'ai senti en moi un déclic, comme un déclic. Et je me dis, là, maintenant, tu vas voir, coûte que coûte, je vais réussir. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai lancé, j'ai vu que j'avais pas beaucoup de thunes, hein, j'étais à moins 1000 euros quasiment, voilà. Donc, c'est possible de lancer un business, même, on était en 2006, hein, mais même aujourd'hui, en 2020, c'est encore plus facile, j'allais dire. Même si t'as pas d'argent aujourd'hui, c'est simple de lancer un business si tu es débrouillard. Voilà. Le mot à retenir, si quelqu'un de ton audience écoute cet audio, le mot à retenir, c'est d'être débrouillard. Voilà. Et à partir du moment que l'on est débrouillard, en fait, on s'en sort un peu, alors, avec plus ou moins de mal, hein. Je dis pas que je veux pas non plus dire que ça va être facile, mais on s'en sort quand même avec, voilà. On s'en sort avec un maximum de la tête haute et dans la majorité des cas. Et même si on tombe, hein, combien de fois un bébé, avant de savoir marcher, il est tombé des milliers de fois. Et pourtant, il s'est jamais arrêté de tomber. C'est souvent un exemple que l'on prend, mais c'est vrai. Donc, moi, du coup, je suis tombé, je tombe encore. Voilà, depuis ces 14 dernières années,
même si je considère aujourd'hui avoir réussi à ma façon, mais je tombe encore. Et à chacune des chutes que je fais, le principal, c'est de se relever, en fait. Voilà. C'est comme une crise. Une crise, c'est une crise, ça dure une période, un temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais à un moment donné, le vent tourne et il faut savoir saisir les opportunités. C'est sûr, c'est important. Il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Souvent, les entrepreneurs, ils vont le voir à moitié plein et vont être capables de voir. On dit ils ont de la chance, ceux qui réussissent, mais en général, c'est pas de la chance, c'est juste qu'ils ont continué de voir les opportunités, d'essayer de trouver des solutions, même quand tout semblait en train de brûler, et ils ont continué d'avancer. J'en parlais avec un ami entrepreneur, il me disait que l'un des principaux points importants pour lui, pour un entrepreneur, c'était la résilience. Ouais. Et donc, on va continuer ton parcours. Excuse-moi de t'avoir coupé. Avec plaisir. Et donc, oui, alors je vais reprendre. Et c'est vrai que... oui, alors, comme tu disais, la résilience, c'est vraiment important. En tout cas, à mon sens, d'être résilient et de ne pas non plus trop se martyriser, tu vois. C'est la même chose. Alors, on va dire que ça se rejoint parce que, alors oui, on se dit, on peut se dire, et je pense que je suis pas le seul, et des dizaines, même des centaines de milliers d'entrepreneurs se disent, des fois on se dit, putain, mais comme t'es con, pourquoi t'as pas vu ça avant, quoi, ou un truc comme ça. Mais voilà, bon, pourquoi t'as pas fait ça avant, enfin bon, bref, peu importe, mais j'imagine que, voilà, on se le dit un peu tous. Ouais. Alors, se le dire une fois, c'est une chose, et c'est humain, j'allais dire, en quelque sorte, mais se le dire à longueur de journée, c'est pas top, voilà. Et du coup, on a le droit de pleurer, on a le droit de chuter, on a le droit de se dire même cette phrase-là que je viens de te dire à l'instant, voilà. Mais on n'a pas le droit de se laisser, d'abandonner ses rêves, et on n'a pas le droit d'abandonner nos objectifs, d'abandonner nos clients, d'abandonner nos contacts, d'abandonner nos réseaux, de s'abandonner nous-mêmes. Parce que je considère que lorsque l'on abandonne ses rêves, c'est une grosse partie de nous qui s'en va. Et je trouve que ça vraiment dommage que beaucoup de personnes abandonnent leurs rêves. Beaucoup de personnes abandonnent leurs objectifs, ne se dépassent pas et lâchent l'affaire avant d'y arriver. Peu importe l'objectif, qu'il soit élevé, pas élevé, de toute façon, chacun a ses propres objectifs, et le principal, c'est que l'on se sente bien avec. D'accord? Voilà, si l'objectif est d'avoir 500 clients tous les mois qui payent un abonnement, qui sont enchantés de payer l'abonnement à ton club, c'est nickel. Si ton objectif, c'est de devenir millionnaire, c'est nickel. En contrepartie de quel service ou de quel produit, mais c'est parfait, peu importe ses propres objectifs. Le principal, c'est de ne jamais abandonner ses rêves et de toujours y croire, même quand on est au plus profond du gouffre. Et effectivement, j'ai eu à traverser plusieurs crises, comme je disais, mais je ne suis pas le seul. Quand on regarde vraiment le parcours de beaucoup d'entrepreneurs, même qui ont beaucoup de succès, eux aussi, ils ont eu à traverser des crises personnelles, des crises professionnelles, au-delà des crises économiques, d'accord, mais du coup, dites économiques, on va dire, mais du coup, voilà, et du coup, toujours se relever, toujours relever la tête et avancer coûte que coûte. Mais ça, peut-être, ça me vient aussi tu sais, j'ai commencé sur les chantiers à 14 ans. Et en fait, je bossais du lundi au vendredi sur les chantiers, et puis le week-end, j'ai bossé chez mon père. Il avait un magasin. Mes parents étaient divorcés. Mon père avait un magasin, un bureau de tabac, presse, tout ça, quoi. Et il vendait pas de tabac, mais il y avait tout comme un bureau de tabac sans tabac, quoi. Voilà, on va dire. Et donc, et c'est vrai que du coup, j'ai dû, malgré mes périodes de fatigue jeune, parce que quand tu bosses du lundi au dimanche, forcément, à un moment donné, tu fatigues. J'ai jamais lâché l'affaire et ça m'a endurci. Et c'est ça, en fait, il faut s'en servir comme toute épreuve que l'on traverse dans la vie. Ça nous endurcit. Ça nous endurcit, ça nous apprend la résilience, ça nous apprend
plein de choses. Et chacun d'entre nous, on a été capable de traverser ces épreuves-là. Il y a souvent, en développement personnel, on prend souvent un exemple. Dans les journaux, il est arrivé aussi de voir une maman avoir un accident et qui, pour sauver son fils, sa fille, elle a été capable de soulever une voiture. Normal, jamais elle aurait été capable de soulever cette voiture-là. Donc, on a tous des forces que l'on connaît pas, qu'on est loin même de s'imaginer avoir. Et ces forces-là, en fait, elles sont plus profondes de nous et elles demandent juste à s'éveiller, quoi, tout simplement, à se réveiller. Voilà. Moi, je suis un peu parti dans mon trip. Mais ça me fait penser, puisque justement tu parles de développement personnel, où je crois que c'est Tony Robbins qui disait que, en fait, pour pouvoir changer, il faut que tu arrives jusqu'au point un peu de rupture où tu as tellement mal, en fait, tu as un vrai besoin de faire quelque chose et de changer. Ça rejoint un petit peu ça, où finalement, si tu t'en manges plein la gueule plein de fois, même quand tu es au plus bas, c'est peut-être à ce moment-là que tu vas trouver la force de te relever et de refaire quelque chose d'incroyable. C'est ça. En tout cas, pour moi, c'était un peu ça. Je ne sais pas toi de ton côté, mais effectivement, tu vois, c'est souvent quand je me suis retrouvé dos au mur, en fait, que j'ai trouvé le dernier souffle pour remonter à la surface, en quelque sorte. Voilà. Et souvent, beaucoup de personnes, c'est quand elles se retrouvent dos au mur qu'elles retrouvent un dernier souffle pour remonter à la surface. Et comme par hasard, entre guillemets, même si je crois pas trop au hasard, mais voilà, et tout de suite, on dépasse largement nos limites jusqu'à que l'on connaissait avant, quoi. Alors c'est un exemple peut-être un peu extrême que je vais donner, mais si je dis pas de bêtises, c'est le créateur de Vente Privée qui était SDF à un moment, avant de créer Vente Privée. Waouh, t'imagines? Donc, c'est pour ça que si des personnes qui étaient sans domicile fixe peuvent y arriver, une autre question à retenir, c'est pourquoi pas moi? Voilà, pourquoi pas moi? C'est sûr. Et c'est justement la question que tu t'es posée donc à 25 ans quand tu as recréé une entreprise en rentrant de Londres. C'est ça. Et c'est vrai que je suis rentré donc de Londres, j'avais moins de 950 € de découvert exactement. Je me rappelle très bien parce que c'était la troisième fois en fait que j'ai échoué, parce que pour moi, même si j'ai appris des tonnes de choses à Londres, économiquement j'ai échoué, quoi. Donc du coup, il fallait que je me débrouille avec les moyens que j'avais, c'est-à-dire zéro. Du coup, à l'époque, eBay, j'ai beaucoup vendu j'ai commencé à vendre sur eBay, Price Ministère, voilà, et les autres places de marché. Et vu que j'avais pas de produits, j'ai commencé à chercher autour de moi les produits que l'on ne se servait plus pour les mettre en vente. Et puis, voilà, j'ai fait grossir mon business comme ça, petit à petit. Donc, déjà, je suis revenu à flot, déjà. Et puis, pris dans l'élan, vu que j'avais quand même de l'expérience en commerce et j'avais fait un bac pro en apprentissage en commerce alimentaire, je me dis, j'ai repris un commerce alimentaire et du type franchise, en franchise. D'accord. Voilà, du groupe Casino. Et donc, et là, en fait, je suis passé donc en quelques temps, en l'espace d'un an, je suis passé de moins 950 € sur mon compte à une entreprise prospère, très prospère, voilà, avec du cash flow qui rentre tous les jours, avec des comptes en banque bien garnis et tout ce qui va avec. Par contre, pour venir un peu à l'histoire de pourquoi je suis venu sur Internet, en tout cas la deuxième période, Internet parce que je commençais en 2006 quand même, mais après je suis un magasin, je me suis servi en fait de mes connaissances en Internet pour booster le chiffre d'affaires de mon magasin, et je me suis servi de mes connaissances en magasin, donc en commerce local, pour booster en fait mon business Internet. Donc pour moi, mais en 2006, il faut quand même se remettre dans le contexte, il y a 14 ans en arrière, au moment où on fait ce podcast, pas beaucoup de monde connaissait Internet. Du moins, ils connaissaient Internet, mais pas beaucoup de monde connaissait les leviers de vente sur Internet. Ou voilà. Moi, à l'époque, je les utilisais déjà.
on parle d'un temps où Facebook était au tout début, quoi, hein, et était dans la tête de marque, on va dire, quasiment. Un peu après, mais tu vois. Et donc, et c'est vrai que du coup, je continue à avoir du succès comme ça avec Internet. Mais le problème qu'il y avait, c'est que même si j'avais du succès dans mes affaires, comme moi je l'entendais, en tout cas par rapport à mes objectifs, j'étais enfermé comme dans une prison dorée. Parce que je bossais de 6h30 le matin jusqu'à 20h. Et j'avais qu'une journée de repos, mais une journée et demie de repos, le dimanche après-midi et le lundi. Mais cette seule journée de repos, je la passais soit à faire les courses pour le magasin, ou à faire la compta, ou les deux. Donc, à faire la gestion. Donc, c'est vrai que jusqu'au jour où je dis c'est bon, j'arrête, j'ai revendu mon business, je revends mon business avec une plus-value. Et donc, je me suis lancé à fond à fond. Au début, tranquillement sur Internet, hein, et puis après, de plus en plus, à fond, ouais. Donc ça, c'était en quelle année où tu as revendu ce business? Alors, j'ai revendu le business fin 2008, début 2009, pardon, 2019, non, 2009. Ok, et donc après, progressivement, tu t'es mis vraiment à fond sur Internet. Voilà. Donc on est encore dans les années 2010-2011, on est encore un peu au début, on va dire. Il n'y a pas encore trop de publicité Facebook. Je crois que c'est à partir de 2012 que c'est sorti la publicité Facebook. Donc à l'époque, tu utilisais quoi, des Google Ads ou à l'époque, en fait, je vendais beaucoup sur les places de marché. D'accord. Beaucoup. Je me rappelle de certains jours où j'avais jusqu'à 40, 50 colis que j'amenais de la poste. Ah oui, tu faisais pas encore de l'infopreneuriat à l'époque. Non. J'ai commencé sur Internet. Alors, j'ai eu vendu un peu de produits infopreneurial en 2009, 2010, mais c'était pas des grands succès, quoi. J'avais écrit un bouquin, comment ouvrir son commerce ou reprendre son commerce en 90 jours, puisque c'était mon expérience. J'avais vendu un bouquin comme ça à 37 €, je crois, ou un truc comme ça. Et donc en format PDF, hein, je sais pas. Et donc, mais j'avais peut-être vendu une 50aine, donc c'est pas un succès, tu vois. Mais c'était une première expérience qui était enrichissante, qui m'avait bien plu. Et du coup, voilà. Puis après, effectivement, mais j'ai plus l'âme d'un e-commerçant quand même, ou d'un commerçant. Parce que avec les produits physiques, j'ai commencé le commerce à 14 ans quand même, chez mon père. Je fais les brocantes, et puis après le magasin, après les produits physiques sur Internet. Et donc, les produits physiques, j'ai vendu via les places de marché telles que Price Minister, telles que eBay, Amazon. Et alors, il y avait beaucoup moins de concurrence qu'aujourd'hui, mais il y avait aussi beaucoup moins de monde qui achetait qu'aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Donc, on me disait, on m'a souvent dit, ouais, mais c'est plus facile avant. Oui, c'est vrai, mais il y avait moins de monde qui achetait sur Internet avant aussi. Les gens avaient peur. Ouais. Aujourd'hui, c'est même sécurisé à fond, quoi. Ouais, et puis c'est devenu... les gens ont l'habitude maintenant. C'est ça. Ils n'ont pas peur de sortir leur carte bleue, de le mettre sur un site, alors qu'ils devraient peut-être, hein, ceci dit. Oui. mais en tout cas, ils n'ont plus peur. Je veux dire, même mes parents, qui sont quand même d'une autre époque, achètent sur Internet aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, ils n'auraient jamais acheté quelque chose sur Internet. C'est ça. C'est ça. Il y a 10 ans ou plus en arrière, c'est moi qui achetais pour eux sur Internet, avec ma carte, on va dire. Aujourd'hui, ils achètent tout seuls sur Internet, quoi. C'est ça. Alors, du coup, petit aparté, toi, donc, qui as fait du e-commerce à cette époque-là, qu'est-ce que tu penses on va appeler ça une mode, même si c'est pas vraiment une mode parce que ça existe depuis longtemps, de la mode du dropshipping qu'on peut voir assez souvent sur Internet en ce moment, avec les gens qui nous disent qu'on va pouvoir gagner 1 000 € par jour, enfin faire 1 000 € de chiffre d'affaires par jour grâce au dropshipping en quelques semaines. Moi, à l'époque, je les faisais déjà, en fait, hein. Alors, je n'étais pas 1 000 € par jour parce que c'est une autre époque, mais je faisais déjà beaucoup. Je dis, quand j'envoyais 40, 50 colis par jour à 20, 30 €, 30 €, je vais faire le calcul, quoi.
Tu vois. Donc oui, c'est possible. Il faut savoir que le dropshipping existe depuis les années 60. Hein, 60. C'est ça, c'est pas vraiment nouveau, c'est juste Shopify qui l'a un peu modernisé, on va dire. Ouais, voilà. Mais alors Shopify ou d'autres plateformes, mais effectivement, parce que déjà à l'époque quand j'ai commencé eBay, il y avait déjà des personnes qui faisaient du dropshipping. Moi, je n'ai jamais fait, en tout cas à cette époque-là, mais alors jamais fait, c'est un bien grand mot. J'en ai fait un petit peu, mais ça représentait quelques pourcents de mon chiffre d'affaires. C'était pour des produits que j'avais pas, ou etc., où j'étais pas livré actuel en ce moment, et que j'ai demandé à des fournisseurs de livrer directement mes clients. Mais moi, j'y crois beaucoup. En fait, je crois beaucoup au e-commerce. Au e-commerce fait proprement. Peu importe ce que l'on vend, moi, à partir du moment que c'est éthique pour soi-même, hein, j'ai bien pour soi-même, mais peu importe ce que l'on vend, le commerce a toujours existé depuis le temps des nomades, hein, je veux dire, voilà, c'est quelques millénaires, et il existera encore après nous. Donc, c'est simplement les outils qui ont changé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Shopify, avec 50 balles, allez, on va dire avec moins de 100 balles, tu lances ton e-commerce, quoi. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il y a eu beaucoup de débutants qui se sont lancés en pensant que c'était facile. C'est ça le problème. En pensant que c'était facile et avec, j'allais dire, un mauvais état d'esprit, entre guillemets. Parce que si t'as pas un état d'esprit d'entrepreneur, si t'as pas faut pas sortir de Saint-Cyr, hein, on est d'accord. Mais si t'as pas la persévérance d'un entrepreneur, si t'as pas la niaque de réussir, la niaque de dépasser tes soucis, hein, financiers, dépasser tes soucis momentanés, voilà. Et forcément tu abandonnes. Et c'est pour ça que la majorité abandonne le dropshipping. Tu vois, il y a quelques mois en arrière, c'est pas si longtemps que ça. En février, pardon, donc il y a un mois en arrière, j'ai rencontré un Canadien, un collègue canadien, on fait partie du même groupe d'entrepreneurs, entre autres. Il a commencé une nouvelle boutique au mois d'août, donc ça faisait 7-8 mois en arrière. Dès le premier mois ou le premier mois et demi, il a déjà fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en dropshipping, en étant avec un seul produit. Je vais pas dire le produit parce que sinon, voilà, ils vont tous se jeter dessus. Et en janvier l'année dernière, en janvier 2020, là, pardon, il a fait quasiment 1 million d'euros sur le mois. Donc, et uniquement avec le dropshipping. Donc, celui qui me dit que ça marche pas, je le crois pas, en fait. En fait, c'est pas que ça marche pas. C'est juste, comme tu l'as dit, c'est un vrai business. C'est pas juste on monte une boutique et on espère faire de l'argent en 2 semaines. Faut voir ça comme un business où il va falloir apprendre des codes, il va falloir apprendre à faire de la publicité, apprendre à faire de l'email marketing, apprendre à contacter des influenceurs pour qu'ils mettent en avant ton produit, etc., etc. Trouver les bons fournisseurs en Chine ou ailleurs. Et ensuite, progressivement, tu vas réussir à faire de belles choses. Mais il y a toute une phase d'apprentissage, comme avec tous les business. C'est ça. Et il y a toute une phase d'apprentissage, et puis aller jusqu'au bout. Vraiment aller jusqu'au bout de son projet. Parce que si on abandonne trop vite, en fait, on peut pas le savoir, mais aussi bien on abandonne à 2 doigts avant de réussir. On le sait jamais, ça. Mais on se dit, j'en ai marre, j'abandonne. Ouais. Mais aussi bien, tu prends un nouvel angle de ton produit ou de ton service ou du service que tu vends, ce nouvel angle, ce nouvelle forme, un nouveau packaging, un nouveau branding, peu importe, bref. C'est peut-être ça. C'est peut-être grâce à ce nouveau branding, grâce à ce nouvel angle, ce nouveau angle, que ton produit va cartonner. Donc, effectivement, ne jamais abandonner. Alors, je dis pas non plus qu'il faut foncer 50 fois dans la même direction, hein, si ça marche pas. Hein. J'ai pas dit ça non plus. D'accord. La persévérance, c'est pas non plus être comme un calu, foncer droit dans le mur, tête baissée, à 50 fois d'affilée. Non. Je sais pas si on a compris un peu l'expression comme un calu, mais en tout cas, tête baissée, tu vois, droit, foncer, quoi. Voilà, foncer.
J'en vois beaucoup comme ça, hein, ils essaient une fois le truc, une deuxième fois, mais ils vont toujours dans la même direction. Au lieu de bifurquer un petit peu sur la droite ou sur la gauche, ou passer en dessous, ou passer au-dessus. Il faut bien dire une chose, en tout cas, moi, c'est la chose que je me dis. Il y a toujours une solution. Derrière chaque problème, il y a une opportunité. On le mettra en citation pour préparer l'interview. Ok, cool. Bien emballé, hein, je suis désolé, mais c'est que quand tu me lances sur ce sujet-là, en fait, je m'emballe très souvent, en fait. Il y a pas de souci, Michael. Petite question, du coup, est-ce que tu as eu des échecs dernièrement dans tes projets? Enfin, dans tes business? J'en ai, je vais pas dire tous les jours parce que c'est pas vrai, mais je dois, en tant qu'entrepreneur, oui, je dois surmonter des obstacles toutes les semaines. Alors, je fais aussi de l'immobilier à côté, d'accord? J'ai investi, donc je suis investisseur aussi en parallèle dans l'immobilier, dans d'autres business aussi, et actionnaire, voilà, d'autres business. Donc, et on rencontre tous les jours, toutes les semaines, des nouveaux challenges. Donc oui, bien sûr. Tu vois là, par exemple, un exemple tout simple. On lance le marché US, le marché américain, le marché anglophone. Pas que le marché américain, mais le marché mondial, on va dire, mais en langue anglaise, avec en livres, d'accord. Et effectivement, j'avais comme objectif de lancer un livre par mois, octobre, novembre, décembre. Donc un livre en octobre, un livre en novembre et un livre en décembre. Bon. Décembre, octobre arrive, le premier livre toujours pas publié, novembre toujours pas, décembre toujours pas, janvier toujours pas, février le premier livre est publié. Là on est au mois de mars, le second livre est publié. Donc beaucoup d'entrepreneurs auraient déjà arrêté, parce que c'est quand même de l'argent d'investissement, c'est aussi du temps passé et beaucoup de temps. C'est aussi une remise en question. Je me dis putain merde, comment ça se fait? Je fais la même chose sur le marché français, ça marche, sur le marché US, c'est voilà. Non, oui, alors j'aurais pu abandonner. Et voilà. Mais se fixer une date quand même. Dire voilà, si au bout d'un certain temps je n'y arrive pas, j'arrête le projet momentanément. Parce que ça veut dire que c'était pas le moment où je me focalise sur autre chose. Déjà, toujours se fixer une date. Alors, faut pas non plus se fixer une date de 3 jours. On des projets comme ça où on connaît pas, où on maîtrise pas. Voilà, je me suis laissé 1 an. Voilà, jusqu'à l'été prochain. Et puis après, les ventes, par exemple, le deuxième obstacle qu'on a rencontré, donc une fois que le premier livre est publié, les ventes ne démarraient pas en fait. Et oui, le marché américain, c'est pas comme le marché français. Il y a beaucoup plus de concurrence, il y a un marketing encore différent. Il faut plus jouer sur les émotions business, de la peur, enfin bon, encore d'autres émotions que sur le marché français. Et du coup, le temps de trouver encore sur quel angle lancer, ça demande encore du temps. Donc, la première vente est arrivée, la seconde vente, la troisième vente. Maintenant, voilà, ça commence petit à petit à démarrer. Mais si j'avais abandonné, en fait, très rapidement, si au bout de 3 mois, je dis on n'a pas réussi à sortir un premier bouquin sur le marché US, on arrête le projet. J'aurais pas pu avoir cette joie comme aujourd'hui, de voir les ventes se faire. Et je suis comme un gamin. Je me dis, ouais, on a fait une nouvelle vente. Le marché français, tous les jours, je fais des ventes. Ça devient normal, en quelque sorte. Tu vois, tous les jours. J'ai une belle parce que c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau début, et du coup, le moindre petit truc qui fonctionne, t'es content. C'est ça. Et donc, voilà. Mais c'est toujours dans l'esprit, ok, on va essayer un nouveau livre, on va essayer un nouvel angle, on va essayer de la publicité autrement. Et donc, voilà, il y a encore rien qui est gagné, parce qu'il y a jamais rien qui est gagné dans la vie, et encore moins dans le business. Mais voilà, on avance chaque jour, on fait un pas de plus vers l'internationalisation, quoi, des éditions Jose. Et donc, et c'est vrai que, les livres, c'est ma passion. Voilà, j'adore vraiment les livres. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Mais c'est pour ça, et je pense que pour traverser une crise, si tu fais quelque chose qui te fait kiffer, en fait,
que tu adores, eh ben, c'est quand même plus facile. C'est quand même plus facile. Parce que à chaque petite victoire, ça te permet d'avancer. Ça te permet de rebooster ton moral, parce qu'il faut pas croire, mais quand au lieu de lancer en octobre, tu lances en février, donc tu lances ton projet 5 mois après, le premier livre 5 mois après, avec 5 mois de retard, il faut avoir les nerfs solides, quoi. Et puis c'est pas encore fini, puis il y a d'autres livres qui vont arriver avant l'été, mais parce que là la mayonnaise ne prend pas encore comme on veut, mais voilà, c'est vraiment ne jamais lâcher l'affaire, ne jamais abandonner. Et même si au bout d'un an ça marche pas comme je veux, ok, voilà, j'arrête le projet momentanément et on le reprendra plus tard. Mais parce qu'il faut pas croire, mais même quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai eu d'autres crises aussi, sur le marché français. Hein. Parce que moi, je viens du monde du commerce, e-commerce. Pareil, l'entrepreneuriat. Les deux clés de la réussite en entrepreneuriat, c'est quoi? Et d'ailleurs, même dans le commerce en général, hein, dans l'entrepreneuriat en général. Là, on parle d'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat en général, c'est de trouver des clients et les convertir. Mm-hmm. Voilà. Donc, trouver des prospects, les transformer en clients, en quelque sorte. C'est vraiment les deux axes sur lesquels il faut se concentrer au début. Parce que si tu n'as pas de prospects ou de clients, hein, tu peux jamais vendre de produits. À la limite, si tu n'as pas de produits, tu peux vendre en affiliation. Tu peux trouver des produits. Mais si tu n'as pas de prospects, tu peux pas vendre. Donc, tu peux pas monter un business. Parce que, voilà, un business, pour moi, en tout cas, ça commence à être un business quand tu commences à faire tes premières ventes. Ah ouais, un business, c'est quand tu fais de l'argent. C'est pas quand tu crées une entreprise. Ça, ouais. Et à 19 ans, quand j'ai 18-19 ans, quand j'ai créé ma première boîte, c'est bon, j'étais fier, j'ai monté mon premier business. Ouais, oui, j'ai vu ce que c'était, oui, tout à fait. J'ai juste monté le business, mais il a pas décollé. J'ai dû fermer les portes et j'ai dû mettre la clé sous la porte, et avec des dettes qui s'élevaient à qui pourraient correspondre aujourd'hui à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais, c'est pas tout rose l'entrepreneuriat. On peut se planter, ça peut faire mal, et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Pas tout le monde est capable d'apprendre, mais si on est capable d'apprendre de ses échecs, on va pouvoir avancer bien plus loin après, bien plus vite. Alors, c'est vrai que c'est pas tout beau ni tout rose, c'est pas un monde de bisounours. Par contre, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je conseille à tout le monde, à tous ceux qui le veulent en tout cas. Oui, j'en parle à tout le monde. Après, voilà. Mais à la personne qui est vraiment motivée à entreprendre, je dis vas-y, fonce, éclate-toi, fais un projet qui te fait kiffer. Si ce projet a du sens pour toi et que tu arrives à créer une communauté autour de ce projet-là, go, tu vois, avance quoi. Ne perds pas plus de temps. Arrête de réfléchir pendant 50 ans. La vie passe très vite. Arrête de réfléchir et monte ton projet. Écris-le sur ton papier pour avoir une vision globale et commence à attirer tes premiers prospects. Voilà, tes premiers clients. Même à vendre, pourquoi pas, même avant d'avoir ton produit, quoi. Finalisé. Donc, vraiment se lancer. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais quelle structure juridique avoir? Quel statut juridique avoir? À peu près la même chose. Ok, commence d'abord à vendre, et après tu réfléchiras à la meilleure structure juridique pour toi, quoi. Mais si ton produit ne se vend pas, pourquoi, tu vois, si tu fais même pas 100 balles, pourquoi tu veux déjà monter une entreprise, tu vois? Commence à faire tes 30, 50, 100 premiers euros, tu montes ta structure juridique, en quelque sorte, et puis, tu régularises, tu vois? Mais t'inquiète pas, les impôts ne vont pas venir te voir si tu fais 10 euros, quoi. Ils s'en foutent, 10 euros. Si tu fais 10 euros en plus par an, ils vont pas venir te voir. Alors, moi, ce que je trouve bien, c'est justement depuis... ça fait combien de temps maintenant? 6 ans, 7 ans qu'ils ont créé le statut d'auto-entrepreneur? Je sais plus. C'est quand même vraiment pas mal justement pour démarrer sans avoir à créer toute la structure à côté. C'est clair. Oui, depuis 2009, ils l'ont créé. Le temps passe vite. Sarkozy, la présidence de Sarkozy, et c'est une des choses qu'il a fait de bien, on va dire. Voilà. J'avoue que le statut d'auto-entrepreneur,
Il faut savoir que quand j'ai lancé mon premier business autour des 19 ans, j'avais pas ce statut-là. À l'époque, c'est le micro-entreprise. Eh ben, que tu me crois ou que tu me crois pas, Olivier, mais si tu faisais rentrer ou pas de l'argent, il fallait quand même payer des charges. C'était comme les SARL avec le RSI. Il n'y avait pas de charge, mais effectivement, c'est comme une SAS, SARL, voilà. Avec l'URSSAF, tu démarres à peine, première quinzaine, premier mois, tu as déjà des charges à payer. Bon, voilà. Après, on peut avoir d'autres avantages. Tu as l'avantage d'être auto-entrepreneur. C'est déjà un avantage que beaucoup d'entrepreneurs d'autres pays nous envient. Alors, c'est pas non plus tout beau, tout rose en France, mais je pense que dans n'importe quel pays, c'est pas non plus tout beau, tout rose, on est d'accord. Mais c'est tout auto-entrepreneur. Ensuite, il y a aussi des avantages fiscaux. Quand tu es au chômage et que tu veux créer ton business, tu as le droit des aides. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Ton chômage continue, en tout cas, moi, et puis même encore aujourd'hui, d'après les dernières nouvelles, tu continues toujours de toucher ton chômage. Et en plus, tu as l'ACRE. Donc, avec l'ACRE, tu as, au lieu de payer plein, je ne sais plus combien c'est, mais je crois que c'est autour des 14-15% en achat-revente et autour des 24-25% en service, de mémoire. Eh ben, au lieu d'avoir de telles cotisations entre 15 et 25%, j'arrondis, eh ben, avec l'ACRE, tu as des cotisations au début qui sont très faibles, qui sont à moins de 5% de mémoire. Donc, il y a quand même des avantages de se lancer en France. Est-ce qu'il y a des avantages de continuer de développer son business en France? Il y en a. Voilà, c'est vrai qu'après, on paye plus de charges, mais on paye des charges par rapport au chiffre d'affaires que l'on fait. Donc, aux bénéfices, du moins, que l'on réalise. Donc, un autre conseil, c'est toujours réinvestir. Je crois qu'il y a une question qui se menait par là. Et effectivement, investir en soi, du moins, c'est vraiment important. Et moi, je sais que chaque année, j'ai 20-30 000 euros que j'investis sur moi depuis des années. Quand tu dis investir en toi, c'est par exemple dans des formations, dans du coaching? Voilà, effectivement, formation, coaching, livres. Alors, au début, celui qui n'a pas beaucoup de moyens, il va commencer par acheter des livres. Voilà, un livre. Allez, un des premiers livres que j'ai lu, c'était Réfléchissez et devenez riche. Au format poche, il est à 6 euros. Bon, un paquet, rappelons-le qu'un paquet de clopes est à 10 euros. Voilà. Tu dois même pouvoir le trouver d'occasion pour moins cher. Peut-être même, je pense. Même à 6 euros, admettons, voilà, je pense que tout le monde a 6 euros pour investir en lui, parce que donc, et d'occasion, oui, même dans une puce, dans un brocante, moi aussi, ça m'est arrivé d'acheter des livres parce que j'adore faire des brocantes. Alors j'en ai fait quand j'avais 13 ans. Maintenant, j'adore en faire comme ça en tant que touriste, de temps en temps, quand j'ai le temps et quand j'ai la possibilité. Mais c'est clair, tu trouves des livres des fois à 2 euros. Et des livres qui en valent 20 en neuf, quoi. Même après, il y a un autre plan, c'est aussi Emmaüs. Ben, quand j'ai pas beaucoup de sous, alors, je faisais même du business comme ça, à l'époque. Pas longtemps, mais ça m'est arrivé. J'ai acheté chez Emmaüs à quelques euros et je revendais sur Internet, sur eBay, Price et tout ça, Le Bon Coin, après, plus cher. Donc, des opportunités, il y en a toujours eu, il y en existera toujours. Des livres, tu peux en acquérir pour quelques euros. Il suffit de savoir chercher et où chercher. Et surtout, se dire, se poser la question, comment faire? Pourquoi le faire? Où je vais trouver ça? Et arrêter de se dire, bah, moi en tout cas, ce sont les choses que après j'ai arrêté de me dire aussi à la longue, je vais pas y arriver. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Voilà. Donc oui, en fait, toutes les années, j'investis 20-30 000 euros en formation personnelle, professionnelle du moins, séminaires, conférences, livres, voilà, etc. Donc oui, c'est possible. Alors, justement, ouais, tu parlais donc de réinvestir. C'est un point important à comprendre. C'est vrai qu'on entend souvent en France, l'impôt société, c'est 33%, c'est énorme. Et alors c'est vrai que c'est plus que dans certains autres pays d'Europe ou dans le monde, mais encore une fois, c'est 33% sur les bénéfices, comme tu le disais. Donc potentiellement, si tu réinvestis
Alors évidemment, peut-être qu'à un moment, si tu fais vraiment des millions et des millions et des millions, bon, tu devras payer un impôt sur les bénéfices. Mais si tu aurais investi plus ou moins tout ce que tu fais rentrer, au final, tu n'as rien à payer là-dessus. Il n'y a pas grand-chose. En plus, c'est vrai que c'est jusqu'à... Alors maintenant, depuis 1 an ou 2, c'est jusqu'à 30%. Ils ont plafonné à 30%. Et en plus, c'est pas palier. C'est pas palier sur les bénéfices. Alors, je ne me rappelle plus les paliers exacts, mais on a fait le bilan il y a quelques mois en arrière. Mais je veux dire, ça palier, admettons, un premier palier à 15 000 euros de bénéfices ou 20 000, un second palier à 30 et quelques mille, et puis au-delà, tu vois. Donc, en fait, jusqu'au plafond des 30%, c'est pas palier. Donc, ça commence à 15%, après, autour des 22, 24, je ne me rappelle plus. Puis après, et après 28, 30. Et puis, un business, c'est fait pour réinvestir, c'est fait pour grandir, c'est fait pour évoluer. Moi, aujourd'hui, je lance de nouveaux marchés, le marché US, entre autres, avec ma collaboratrice. C'est un investissement. C'est un investissement sur l'avenir. Si je fais pas ça, admettons que ça marche, ben peut-être qu'un jour, ça me sauvera la vie. Ça sauvera la vie de mon business, du moins. Voilà. Et si ça marche, arrêtons de nous dire, en France, j'ai l'impression qu'on est quand même les rois du négatif. Je dis pas qu'il faut pas être négatif. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein. J'ai pas dit ça non plus, d'accord? Mais, et si ça marche? Au lieu de se dire, ah, mais ça va pas marcher. Ouais, mais, et si ça marche? D'autres qui arrivent, pourquoi pas moi? Après, je pense qu'en France, il y a peut-être pas tout le monde, mais il y a peut-être des gens aussi qui ont peur que ça marche. Tu vois? Peut-être. Peut-être qu'ils ont peur que justement ça change leur vie d'une façon un peu trop poussée, que, je sais pas, ils perdent leurs amis ou autres. Je sais pas. Ou alors c'est peut-être inconsciemment. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, c'est un cas qui arrive beaucoup, quand ils gagnent beaucoup d'argent dans un héritage ou autre, ils vont tout claquer. Ouais. Et du coup, on a peut-être un espèce de biais comme ça, où finalement, on aimerait que ça marche, mais on a peur que ça marche vraiment. C'est ça. Oui, tu as ça, et puis tu as aussi le fait que quand tu réussis, et si tu parles trop de ta réussite, les gens autour de toi te jalousent. Surtout en France, ouais. C'est vrai qu'il y a ce problème-là, c'est important. Pas tout le monde te jalouse, hein, d'accord? Pas tous les gens te jalousent. Puisqu'on est un peu dedans, quel regard justement tu portes sur l'entrepreneuriat en France aujourd'hui? Moi, je trouve les jeunes entrepreneurs qui arrivent en France vraiment top. Vraiment top parce que ils arrivent à s'adapter, ils arrivent à grandir avec le marché. Après, il faut pas non plus généraliser, hein, d'accord? Mais voilà, d'après ce que les jeunes qui m'entourent, en tout cas, et les moins jeunes, pour moi, il évolue quand même de la bonne façon. Alors oui, on peut toujours redire des choses négatives, hein, il n'y a pas de problème, on peut en trouver, hein. Il suffit de s'y pencher un peu dessus, on le trouve, comme les lois qui sont pas forcément pour les entrepreneurs, etc., etc. Mais bon, bref, passons. Alors, je reviens sur la chose que tu avais dit avant. Est-ce que finalement, si on a des gens qui nous jalousent un peu autour de nous, est-ce qu'une solution, ce serait pas justement de faire du réseautage, de rencontrer de nouvelles personnes et d'avoir des gens qui vont au contraire te pousser à avancer? Si. Et c'est pour ça que le Mastermind du Sud et le Business Club Café, en fait, étaient nés, en fait, hein, étaient nés de ce ressenti-là, Et il y a des belles choses à faire en France. Soyons ambitieux et élargissons notre état d'esprit, ouais. Aujourd'hui, c'est tellement simple, pas dire facile, simple de lancer son business. Alors qu'il y a peut-être 20 ans en arrière, il fallait au minimum, peut-être en francs, hein, 50 000 francs, donc peut-être 8 000 euros. Déjà, rien que pour déposer un statut SARL en 99-2000, ou un peu avant, il fallait 50 000 francs. Ouais, c'est ça. Je me Il fallait un capital de 50 000 balles, quoi. Et à l'époque, ça représente peut-être 20 000 euros aujourd'hui, quand je te parle de ça. Donc, ouais, avec l'inflation. Ouais. Avec l'inflation, avec tout ça, ouais, c'est ça. Donc, on est plus, il y a 25 ans derrière, c'est ça. Aujourd'hui, tu lances ta SAS, 1000 euros de capital suffisent. Je veux dire, tu lances en tant qu'entrepreneur, 1 euro, voilà, c'est gratuit. Et ça demande 20 minutes sur Internet en plus. Donc, je vois en fait l'entrepreneuriat en France, franchement, personnellement, je vois
on va dans le bon sens. Il va falloir encore du temps pour que les gens s'en rendent compte, mais pour moi, on va dans le bon sens. Même si pas tout n'est parfait, hein, d'accord, loin de là, très loin de là. Mais maintenant, c'est aux entrepreneurs qui veulent démarrer une entreprise de s'en rendre compte. De s'en rendre compte et de se dire, ah bah finalement, j'ai toutes ces opportunités-là. Et du coup, je ne reste pas seul. Je vais à des groupes d'entrepreneurs. Je vais à la rencontre d'autres personnes ayant réussi. Et puis même d'autres personnes ayant échoué. Mais je vais au-delà de mes peurs, au-delà de mes craintes. Je ne reste surtout pas seul. Un entrepreneur qui reste seul, pour moi, c'est un entrepreneur qui malheureusement est voué quasiment à l'échec. Sur le long terme, je parle. Alors, quand je dis reste seul, pas forcément. Alors il y en a qui réussissent. Hein. J'ai des collègues, voilà, qui développeurs, programmeurs, machin. Et, eux, ils préfèrent être seuls qu'être entourés. Bon bah, et malgré tout, ils sont quand même pas complètement seuls. Et ils sont seuls 80%, 90% du temps de leur vie professionnelle. Ils sont pas complètement seuls parce qu'ils ont des personnes qui les entourent, qui les encouragent, qui sont avec eux. Donc, ne restons pas seuls, enfermés derrière son écran d'ordinateur ou derrière ou dans sa boutique si c'est un magasin ou voilà. Mais le principal, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que ça rejoint les groupes d'entrepreneurs. Aujourd'hui, même si tu es au fin fond de la Creuse, en France, je ne sais pas où tu habites, Olivier. Moi, je suis en région parisienne. Ouais, c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Bon, nous, on habite en campagne. Il y a 30 000, 40 000 habitants. Et ben, il y a des groupes d'entrepreneurs. Et même, j'en suis sûr que même au fin fond de la Creuse, il y a des groupes d'entrepreneurs. À l'époque, on avait lancé le BCC, le Business Club Café. Notre objectif, avec les deux autres cofondateurs, parce qu'on est quand même trois, on dit moi, mais c'est quand même trois, Olivier Jasinski et Stéphane Munier, pour les nommer. D'ailleurs, tu vas peut-être connaître Olivier Jasinski, non? Je connais, oui. Je connais Olivier. Ouais. Donc, on s'était dit, l'objectif est d'avoir un BTC à moins de 2 heures de chacun des entrepreneurs, d'infopreneurs déjà. Voilà. Et on avait quasiment si le BCC avait continué, on était arrivé, quoi. Tu vois? En 1 an et demi, on est arrivé. Donc, avec un peu de... On a dû arrêter momentanément le club, mais en tout cas, c'est pas dit qu'un jour, il renaîtra pas de ses cendres. mais donc voilà, c'est vraiment important. Et après, on passera à l'autre question. C'est vraiment important de ne pas rester seul dans ton coin. En tout cas, c'est une des sources de ta réussite potentielle. Et même si j'ai arrêté les clubs, les BCC, tu vois, régulièrement, moi ou d'autres collègues, on se réunit, une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois, on se réunit, soit en France, soit à l'étranger. Là, fin mars, on se réunit en Haute-Savoie, par exemple, tu vois, avec un groupe d'entrepreneurs. Début avril, à Andorre, avec un autre groupe d'entrepreneurs. Fin avril, sur Rennes, avec un autre groupe d'entrepreneurs. Voilà. Donc, tu vois, il y a quand même 3 réunions d'entrepreneurs avec des personnes différentes qui vont apporter des idées différentes, des idées peut-être innovantes pour moi, et moi, je vais leur apporter des idées innovantes pour eux. Et c'est ça, en fait. Donc, malgré tout, il faut continuer à être entouré, à écouter les autres, et savoir écouter, c'est important aussi. Voilà. Alors, justement, puisque tu parles d'être entouré, est-ce que toi, tu travailles seul? Est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu bosses avec des freelances? Comment ça se passe? Oui, alors aujourd'hui, on est une petite dizaine dans l'équipe. Donc, alors effectivement, je travaille uniquement avec des freelances. Il y a une des freelances qui je travaille depuis 6 ans, 7 ans, tu vois. Donc, je suis assez fidèle en fait, et puis eux aussi, voilà, et elle aussi en l'occurrence. Mais après, j'ai d'autres personnes avec qui je travaille plus régulièrement. J'ai des personnes avec qui je peux travailler 1 heure par semaine, donc qui s'occupent de la correction, de la grammaticale, de l'orthographe, etc. Puis d'autres personnes qui sont à 4 heures par semaine, d'autres personnes qui sont à 16 heures par semaine, et d'autres qui sont encore plus, d'autres encore moins.
Mais oui, aujourd'hui, j'ai une petite équipe sympathique, mais heureusement, parce que je pourrais pas lancer autant de projets, lancer et développer, hein, bien sûr, autant de projets comme je le souhaiterais. Déjà, il me faudrait avoir 30 heures par jour pour y arriver. Donc, imagine que j'ai pas cette équipe avec moi, et ben, je pourrais pas lancer autant de projets tous les mois, quoi, ou tous les 2 mois. Alors, comment aujourd'hui tu acquiers de nouveaux clients? Avec la publicité principalement? Aujourd'hui, j'ai plusieurs sources de trafic, effectivement. J'ai le SEO à travers différents blogs, supports, voilà, Internet. J'acquiers aussi du trafic en achetant du trafic. Donc, j'achète du trafic emailing. Donc, via des mailers. J'achète du trafic sur Facebook, sur Google. Après ça tourne, hein. Ouais, ça voilà. dépend des, Ça dépend des projets, ça dépend de ce qui marche le mieux, etc. On a fait du trafic sur Amazon Ads, tu vois. Voilà. Donc, ça dépend, voilà. Mais oui, tout à fait. Et il faut jamais avoir, en tout cas, à mon sens, être très très bon ou délégué, d'accord, dans une source de trafic, mais ne jamais avoir qu'une seule source de trafic. C'est vrai que justement, on revient un peu sur le dropshipping, on voit beaucoup de gens qui font que des Facebook Ads et qui au final se retrouvent avec leur compte bloqué ou autre et sont obligés de recréer un compte, de repartir à zéro, etc. Et alors que si dès le début tu as plusieurs sources de trafic, ça peut, si tu as un problème comme ça, t'as pas vraiment de problème finalement, parce que tu peux trouver tes prospects ailleurs. C'est ça. Ça c'est vrai que ça c'est une des leçons que j'ai apprises, hein, du passé. En 2010-2011, Google, par là entre 2009 et 2010, voilà, Google, il s'est éclaté à fermer des comptes publicitaires comme ça. Hop. Je pense que tu as connu toi aussi cette période-là, peut-être, hein, ou pas? Non, oui. Et du coup, il y a beaucoup de sociétés qui se sont cassées la gueule, mais énormément. Dans le monde entier, hein, parce que 80% de leur chiffre d'affaires et plus, même pour pas dire 100%, provenaient de Google AdWords seulement. Et du coup, c'est un peu comme ça aussi que Facebook a émergé avec la pub, quoi, hein, 1 ou 2 ans plus tard. C'est un peu grâce à ça. Donc, les entrepreneurs qui se sont fait fermer leur compte sur Google et qui étaient encore vivants, ils ont lancé sur Facebook et ça a marché. Voilà. Puis Facebook commence à faire la même chose depuis 2-3 ans. Voilà, on va dire 2016, 2017, il commence à être de plus en plus dur. Puis là, on est en 2020, ils sont encore plus coriaces. Même des groupes Facebook qui ferment. Et ils ferment du jour au lendemain. Donc, si tu as toute ta stratégie sur une seule source de trafic, un seul canal, finalement, d'acquisition, une seule façon de communiquer avec tes prospects, c'est clair, t'es mort. En tout cas, le jour où la boîte ferme, t'es mort. Même si t'as un seul autorépondeur, on va aller pousser plus loin le truc, si t'as qu'un seul autorépondeur, t'es mort. Ou si tu sauvegardes pas tes listes régulièrement, t'es mort aussi. C'est vrai qu'au niveau de l'emailing, ça a pas mal changé ces 5-6 dernières années. Si t'as pas une liste vraiment nickel, où les gens finalement qui ouvrent jamais tes emails, faut les virer au bout d'un moment parce que sinon ça fait baisser ton taux d'ouverture, etc. Progressivement t'arrives en spam. Et même quand tu respectes tout, t'arrives en spam parfois, alors que... C'est ça. Pour ça, c'est très compliqué. C'est que le métier que l'emailing, hein, comme on le fait, je vais dire très compliqué. Alors, oui et non, il faut ne pas avoir qu'une seule source, on va dire, d'envoi d'email. Comment les gens peuvent nous contacter ou comment on peut contacter donc notre audience de différentes façons. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont compris, hein, parce que ils ont à la fois l'emailing, à la fois des groupes Facebook, à la fois l'Instagram, à la fois de la chaîne YouTube. Bon, voilà. Maintenant, sans se lancer non plus à 20 heures par jour, parce que on n'a qu'une vie, et puis on ne voulait pas vous lancer en postant 20 heures par jour. Mais au début, ce qui est bien, c'est de se focaliser sur une seule source. Par exemple, si c'est que les mailings, focalise-toi que sur les mailings. Voilà. Et puis au bout d'un certain temps,
tu peux te focaliser en plus de l'emailing, hein, d'accord, en plus de l'acquisition de trafic par email, tu peux te focaliser sur une seconde source, par exemple. Je veux dire un truc qui me vient, un groupe Facebook, un deuxième, et du coup, tu es un peu plus équilibré déjà. Voilà. Et puis, tu attends quelques mois, tu développes ton groupe, après, il va se développer de plus en plus facilement, tout seul, quoi, quasiment. Avec toi derrière, mais une personne de son équipe. Tu peux développer YouTube. Voilà, si tu es à l'aise avec YouTube, etc. Et puis, tes vidéos sur YouTube, tu peux les développer aussi en podcast. Et puis tu peux développer un compte Instagram. Mais ne te lance pas tout d'un coup. Souvent, ceux qui démarrent, c'est une des erreurs d'ailleurs, c'est qu'ils veulent tout faire. Et finalement, moi je suis un peu comme ça aussi. Hein. J'aime bien faire un peu plein de choses. Je suis quelqu'un de très créatif. Mais le truc c'est que quand on part dans tous les sens, on part en burn-out, quoi. On part en burn-out au bout d'un certain temps. C'est sûr, à moins comme toi d'avoir 10 personnes dans ton équipe, c'est un peu compliqué de tout faire. Ouais. C'est ça, et puis même quand tu as 10 personnes dans ton équipe, parce que tu cherches toujours à faire des nouvelles choses. Ouais, parce qu'il y a toujours une nouvelle technique marketing qui est là, un nouveau canal, une nouvelle application sur laquelle il faut être, comme par exemple TikTok en ce moment ça dépend de ton secteur d'activité, mais voilà, c'est le nouveau truc à la mode, faut être sur TikTok, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il y a toujours une nouvelle chose. Avant, c'était les chatbots, avant, c'était Instagram, etc. Enfin, quand je dis avant, c'est évidemment toujours aussi aujourd'hui, il faut être sur Instagram, il faut avoir un chatbot, il faut être sur Facebook, il faut être sur YouTube, etc., etc. Mais au final, il y a toujours de nouvelles choses à faire. Ouais, toujours. Toujours, et c'est pour ça qu'en fait, il faut y aller pas progressivement. Ouais. Voilà, il faut aller pas à pas, progressivement, ne pas aller plus vite que la musique, à moins que tu aies des gros budgets, à moins que tu aies déjà des équipes en place, hein, mais c'est ça, ouais, bien sûr. Au début, c'est vrai que ce que je peux faire aujourd'hui, j'aurais jamais pu le faire il y a 5 ans en arrière, 5-6 ans en arrière. Donc, parce que je réinvestis, parce que c'est mon kiff, parce que c'est un peu comme mon bébé, quoi. Donc c'est vrai que avec le business que tu fais, tu dois kiffer parce que tu vas en passer du temps. Tu vas réellement passer du temps derrière ton business, ou sur ton business, ou peu importe. Mais c'est pas surtout au début. Donc tu as intérêt à faire en sorte que tu aimes ce que tu fais. Voilà. Alors justement, petite question, 20 ans après, qu'est-ce qui te motive encore au quotidien pour avancer dans l'entrepreneuriat? Les nouveaux projets, les nouveaux challenges à surmonter, les nouveaux projets à faire, l'équipe qui m'entoure, les clients qui sont là, clients, prospects, contacts, les amis entrepreneurs, toujours prendre des nouvelles choses aussi. J'adore apprendre, j'adore me former. Peut-être que c'est dû à un manque d'études, d'éducation. Quand je dis éducation, c'est pas éducation scolaire plutôt. Aujourd'hui, j'adore me former, j'adore appliquer, j'adore mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles choses dans le business. En fait, pour moi, peut-être pas chaque jour, mais chaque jour où je me lève, c'est une nouvelle aventure. Et c'est ça qui donne envie au bout de 20 ans, quasiment, c'est pas 20 ans, mais pas loin, de dire, waouh, c'est chouette, on continue, on se lance, on avance, on tombe, on se relève, on s'entoure d'entrepreneurs qui nous comprennent et que l'on comprend, et puis on voyage. Je veux dire, parce que bosser c'est bien, mais quand tu as un job, un business qui te permet, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu fais ce que tu veux dans la journée. Parce que on choisit en fin de compte notre rythme de travail. La personne qui veut gagner 2000 euros par mois de revenus, elle peut gagner 2000. La personne qui veut gagner 10 000, elle peut gagner 10 000. La personne qui veut gagner 20 000, elle peut aussi gagner 20 000. Et ainsi de suite. La personne qui veut bosser que le matin, qu'une demi-journée, elle peut bosser qu'une demi-journée. Donc, on a un temps choisi de cette façon-là, que l'on ne retrouve pas dans 80% des métiers. Et on peut voyager tout en travaillant ou pas. On choisit aussi ça. Et puis, on peut bosser avec des clients dans le monde entier. Enfin bon, voilà, c'est un peu... Je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, mais c'est un peu tout ça qui font que
que je kiffe encore 20 ans après, quoi. Bah, c'est sûr, quand on a un business qui fonctionne, qu'on a une belle équipe qui nous entoure, bah, je pense que de toute façon, et qu'on fait quelque chose surtout qui nous passionne à la base, et comme toi, si on aime en plus apprendre, parce que ça je pense qu'aussi c'est une qualité importante de l'entrepreneur, c'est de savoir apprendre et de pas à un moment se dire ça y est je connais tout, et puis voilà, il faut continuer justement d'avoir un peu cet esprit curieux, cet esprit j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Et c'est ce qui peut garder justement la motivation au quotidien et l'envie d'avancer. C'est ça. Toujours garder ton âme un peu d'enfant, quoi, de waouh, je découvre de nouvelles choses, waouh, je me lance sur un nouveau marché US, waouh, voilà. Je découvre une nouvelle façon de faire de la publicité, je découvre une nouvelle, voilà, je lance un nouveau produit, un nouveau livre, une nouvelle formation. Mais tiens, j'ai trouvé comment améliorer ce système-là pour le rendre plus efficace. Tiens, un ami entrepreneur m'a parlé de ça, je vais le mettre en application, je vais voir ce que ça donne. Voilà, c'est ça. Alors, je te propose de passer aux questions éclairs de fin d'interview. Ouais. Si t'es prêt. Allez. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Je peux en dire plusieurs? Ah, tu peux, oui. Ok. Donc, les 2 premiers livres que j'ai lus, c'est Réfléchissez et devenez riche. Bon, là, jusqu'à là, on va me dire, ouais, mais c'est un classique. En tout cas, un classique dans le développement personnel. Je suis d'accord avec toi. Mais lis-le et applique-le. Applique. Si tu l'as déjà lu, peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois, relis-le, prends des notes et mets en application ce que tu découvres à l'intérieur. Et relis-le régulièrement même. De toute façon, même d'ailleurs, tous les livres que tu achètes, relis-les régulièrement. Ou tous les audios. Aujourd'hui, tu as même des audiobooks, donc c'est même encore plus facile d'écouter. Ouais, Audible, c'est vraiment sympa pour ça. Ouais. Je lis beaucoup plus de livres qu'avant. Enfin, Oui. j'écoute, du coup. Un peu compliqué. C'est énorme. C'est vrai que de temps en temps, voilà, j'écoute mes formations, les formations que j'achète via le MP3. Bon, quoi. Sur mon téléphone, voilà, avec les casques. J'emmerde personne et tout le monde est content. Et puis moi, j'apprends. Donc voilà. Et le second livre, c'est La magie de voir grand. C'est un livre que j'ai acheté, j'avais 18-19 ans. Donc c'est plus d'une vingtaine d'années maintenant. C'est vraiment les 2 livres en dev perso que je recommande. Et ces 2 livres-là, en fait, t'en as pour 20 balles. Autour des 20-25 euros, hein, les 2. Hein. Donc voilà, c'est pas des grosses sommes. Et sinon, t'en as d'autres après. Si tu vas chez les éditions Un Monde Différent, par exemple, tu as Un Monde Différent, tu trouveras plein d'autres livres qui vont pouvoir t'inspirer. Mais déjà, commence par celle-là, relis-les, mets-les en pratique, et ça sera déjà bien. Puis après, j'aime bien aussi tes livres d'entrepreneurs. Là, c'est important parce que ça permet de toujours trouver de l'inspiration. Ouais. Donc, choisis un entrepreneur ou 2 ou 3 que tu adores son parcours, achète un de ses livres ou son livre. Il y a plein d'entrepreneurs en France, hein, en France ou à l'étranger, peu importe, et avance de cette façon-là, parce que tu auras toujours une idée dans un livre qui te permettra de te faire avancer. Alors, est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Moi, ce que j'aime bien me dire, en tout cas, c'est n'abandonne jamais tes rêves. Voilà, c'est celle que je me dis quotidiennement, et on peut peut-être signer by Michael, je sais pas. En tout cas, c'est voilà, je sais pas, je voudrais pas être trop prétentieux, mais en tout cas, souvent, je me dis ça, n'abandonne jamais, 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 n'abandonne jamais, continue. On va au bout de nos rêves. Alors, ok, c'est noté. On va le mettre, by Michael. Est-ce que tu as une routine matinale? Oui, j'ai une routine matinale. Est-ce que je la fais tous les matins? Non. Voilà, pour être franc. Hein. Mais j'en ai une, oui, tout à fait. Je me lève, effectivement.
je prends le temps de me lever déjà. Prends le temps pour soi, pour lire. Je bois pas de café, mais je bois mon thé, euh, tranquillement. J'analyse en fait la situation de la veille en termes de chiffre d'affaires, en termes de SAV, tout ça. Est-ce que mes équipes ont bien fait leur job? J'ai pas trop besoin de passer derrière eux, parce qu'ils savent ce qu'il faut faire. Mais voilà, je check en fait la veille, ce qui s'est passé la veille, et je regarde aussi les nouvelles opportunités à venir. Et puis voilà. Après, il y a eu des fois où j'ai fait aussi du sport le matin, ou l'après-midi, ou le soir. Mais voilà. Mais il y a eu des fois où je fais du sport. Est-ce que je fais tous les matins cette routine matinale-là? Non. Est-ce que je le fais souvent? Oui. Très souvent. Parce que des fois, j'ai pas envie. Je suis un être humain, je suis comme tout le monde. Il y a des fois où j'ai pas envie de faire cette routine, et des fois où j'ai envie de rien glander. Et on a la chance, en tant qu'entrepreneur à domicile, si on ne veut pas travailler un jour, ou deux, ou trois, ben, on n'est pas obligé de travailler. À partir du moment que le boulot est fait, je veux dire, on est tranquille. Donc voilà. Alors justement, comment est-ce que tu organises tes journées de travail et quelles sont les tâches que tu adores et celles que tu détestes? Alors, moi, je suis quelqu'un de plus productif le matin. Donc le matin, j'adore avancer sur les projets les plus importants, hein, d'accord. Je n'avais pas non plus 50 000 chaque jour. J'essaie de me focaliser sur un, voire deux, qui sont des petits projets. Mais un projet le matin, j'aime bien. Et je vais jusqu'au bout, ou j'en fais la moitié, puis ou je finis l'après-midi ou le lendemain matin. Mais après ça, et l'après-midi, je suis plus dans ma phase de créativité. Créativité de recherche. Je suis plus à l'arrière du business, en train de me dire, à la vision du business, plutôt. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un outil web ou une application dont tu ne peux pas te passer pour ton business? Un autorépondeur. Je suis, un autorépondeur, c'est primordial. À la limite, même si tu me donnes un seul autorépondeur, si j'ai pas d'argent et que je vais recommencer, je prendrais un forfait. En plus, il existe même des forfaits gratuits aujourd'hui à moins de 500 prospects ou moins de 1000 prospects, un truc comme ça. Et puis après, même si tu vas au-delà, c'est 10 balles. Mais si aujourd'hui je vais recommencer, je recommencerai avec un autorépondeur. Je capturerai avec l'autorépondeur, avec le formulaire. Enfin, on peut faire plein de choses. Mais et puis je capturerai les premiers mails, je ferai le dossier, voilà. Et puis j'avancerai comme ça. Alors tu répondais du coup déjà un petit peu à ma question suivante, puisque j'allais te demander si tu commençais une entreprise avec seulement 1000 € de budget, dans quoi les dépenserais-tu? En fait, je pense que même sur Internet, si tu es débrouillard et malin, tu peux commencer avec beaucoup moins, avec 500 ou... Ah ouais, mais admettons, on va dire avec 1000 €. 1000 € de budget, je consacrerai 80% de mon chiffre d'affaires à ma formation, à mon développement et au marketing. Voilà. Et les 20% à la technique. Malheureusement, beaucoup de gens, en fait, mettent tous leurs efforts dans la technique. Ouais, il faut que je sache faire ci, faire ça, faire là. Non, que dalle. En fait, le plus gros rempart au succès que l'on mérite, c'est notre mindset, c'est notre état d'esprit, c'est notre connaissance, c'est nos connaissances, pardon, et ce n'est pas la technique. La technique, on trouvera toujours une solution. Il y aura toujours un collègue qui va nous aider, qui va nous conseiller. Il y aura toujours un outil qui existe à 10 balles par mois, enfin bon, ou 20 balles par mois, pas très cher. Pour démarrer en tout cas. Après, il faudra réinvestir tes gains. Mais 80% du budget partirait dans les connaissances et développement clientèle. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait. Est-ce que
Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dont tu aimerais nous parler ou autre pour clôturer cette interview? Déjà, je te remercie, Olivier, de ton podcast. Je pense que ça a duré un peu plus longtemps que prévu, parce qu'on avait prévu 1 heure. Ça fait 1h30 à peu près. Alors, je suis un peu habitué parce que dernièrement, chaque podcast que je fais en fait dure 1h30 voire plus. Je pars toujours pour 1 heure et finalement ça dure plus longtemps. Non. Voilà. En général, c'est que c'est intéressant quand ça dure plus longtemps. Bon, bah, tant mieux, c'est super. Et donc, merci à toi de cette invitation pour le podcast. Merci à toi aussi qui nous écoute. Si je dois rajouter une chose, c'est réécoute ce podcast, prends des notes, un maximum de notes, et applique. Donc, il y a en 3 points. Réécoute le podcast, même si ma voix ne te convient pas. Mais c'est pas grave, tu fais extraction de ma voix, à la limite. Prends des notes, un maximum de notes qui te semblent bonnes pour toi, en tout cas pour ton business, pour ton activité, pour le développement de ton audience, et applique. Applique, pourquoi? Parce que beaucoup de gens passent leur vie à rêver. J'en ai parlé déjà dans le podcast. Et très peu de gens passent leur vie à agir, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, l'action, je préfère quelqu'un, même dans mon équipe, je préfère quelqu'un qui passe du temps à l'action, après que le plan soit établi, bien sûr, mais qui passe du temps à réfléchir. Même si la réflexion, j'adore ça. Parce que je trouve que c'est dans les réflexions et d'ailleurs, je paye mon équipe aussi à réfléchir, parce que je trouve que c'est dans la réflexion que l'on fait avancer le projet. Souvent, les idées ne viennent pas quand j'ai la tête dans le guidon. Souvent, les idées viennent quand je fais autre chose. C'est ce que je disais il y a pas plus tard que hier à un ami entrepreneur. Je disais, beaucoup de mes idées, pas toutes, mais beaucoup de mes idées viennent quand je suis soit sous la douche, soit en train de lire un livre ou faire totalement autre chose, soit en train de me promener, soit en train de me faire les courses, mais ne me viennent pas quand j'ai la tête dans le guidon. Donc, essaye de t'extraire de ton activité, de prendre du recul par rapport à ton business, par rapport à toi, par rapport à ta vie même, pour faire grandir ton business et te faire grandir toi-même. Voilà. Alors c'est drôle ce que tu racontes parce que bon, la douche ça marche très très fort chez moi aussi pour les idées. Et l'autre endroit où j'ai des idées, l'autre moment en fait c'est quand je fais de la méditation. J'essaye de méditer tous les jours 20 minutes. Et alors tu vois, j'essaye de méditer, donc j'essaye justement de un peu libérer mon esprit, de plus penser, et à chaque fois c'est à ce moment-là que j'ai les meilleures idées qui arrivent. C'est la méditation. Alors j'en fais très peu. J'en fais de temps en temps, on va dire, voilà, quelques fois par an. Par contre, j'ai un ami entrepreneur qui a eu une idée à 600 000 € par an en partant de la méditation. Donc, oui, la méditation, je sais que ça marche. Je le fais pas forcément, mais je sais que ça marche. Alors, où est-ce que les auditeurs peuvent aller sur le web pour en apprendre plus sur toi? Il y a 2 possibilités. Soit tu peux y aller sur leseditionsjose.com. Tout attaché? Tout attaché. Les éditions, comme édition avec un S, jose, Jose.com. Et là, donc, tu tomberas sur le site vitrine, on va dire, voilà, où tu devrais bien arriver à inscrire ton nom à quelque part, ton nom et ton email à quelque part. Et sur Google, tu tapes Mickaël Messa, et là, tu trouveras quelque chose aussi de moi. J'ai un blog également, voilà, qui s'appelle Comment devenir riche, avec un K, qui faisait partie d'un business que j'ai racheté il y a quelques temps en arrière. Et d'ailleurs, que je vais peut-être même bientôt vous revendre, on verra. Voilà. Donc, différents endroits sur la toile, aussi bien sur Facebook. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Deviens un point meilleur, où chaque jour il y a une citation de l'inspiration voilà, une phrase inspirante qui arrive. Donc tu vas sur Deviens un point meilleur sur Instagram et tu auras tous les jours une citation. Voilà.
ou une phrase inspirante. Ok, eh bien, merci Mickaël pour toutes ces infos. N'oublie pas, toi qui nous écoutes, n'abandonne jamais tes rêves. Et encore merci Mickaël. Merci à toi Olivier encore une fois. Ciao. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao. Waouh, j'ai vraiment adoré l'énergie positive que Mickaël nous a partagée dans cette discussion. J'espère que cette interview vous aura plu à vous aussi. Si c'est le cas, eh bien laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, Android ou quelle que soit l'app que vous utilisez. Et pourquoi pas, un petit commentaire aussi. Cela nous permet d'être retrouvés plus facilement et aide grandement l'émission. La publicité Facebook vous intéresse ? N'oubliez pas que nous proposons une formation en vidéo entièrement gratuite sur le site Social Media Pro d'une durée de 2 heures dans laquelle je vous apprends 7 techniques pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, direction socialmediapro.fr et cliquez sur le bouton en haut à droite formation gratuite que vous ne pouvez pas manquer sur notre site. Encore un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour une prochaine interview. La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up.